Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Encore une fois, nous vous souhaitons joyeux Noël pour ceux qui ont à fêter joyeux Noël. Mais parce que nous sommes nous sommes à la fin de l'année, il nous reste seulement 5 jours pour que 2018 passe dans l'histoire et que nous puissions entrer par la grâce de Dieu en 2019. Nous anticipons pour vous souhaiter nos vœux le meilleur, des prospérités, des santé, tout ce que Dieu a de bon pour vous dans son dépôt, que cela puisse vous atteindre en 2019. Nous sommes venus là à faire l'analyse. Nous sommes Anglo-Congo, nos amis à travers le monde savent que depuis un certain temps, nous ne sommes plus aussi réguliers que nous l'étions il y a quelque temps. Eh bien, la période dans laquelle nous nous trouvons justifie un peu ce manque de régularité, mais aussi, comme j'avais dit, j'avais eu des petits problèmes de santé, gloire à Dieu. Maintenant, le Seigneur m'a rétabli. Alors, nous allons parler des élections. La date du 30 décembre a été finalement fixée pour la tenue d'élections en RDC. Et la CENI a annoncé cela. Nous allons parler de ça. C'est notre sujet du jour, le sujet principal, l'unique d'ailleurs que nous avons. Évidemment, nous allons parler des sujets connexes, donc tout ce qui est lié aux élections, les villes qui ne sont pas reprises pour participer aux élections. Il y a Beni, il y a Butembo, il y a Yumbi, dans le Maïndombe. Beni Butembo, c'est dans le nord Kivu. Alors, la tradition veut que nous puissions reconnaître les 10 premières personnes qui se connectent sur nos directs. Aujourd'hui, nous avons la première personne, c'est Bill Kamukenji, et puis suivi de Desmond Kanstutu, Didier Kanangila, René Nyota Hadi, qui me dit bonjour Anglo-Congo, joyeux Noël et bonne heureuse année 2019. Merci beaucoup, René, à vous autant. Et puis, il y a Katumba Bart, il y a Desmond Kanstutu qui me dit bonsoir. Bonsoir à toi aussi, Desmond. Il y a Kadima MRK qui me dit bonjour Anglo-Congo, bonjour. En tout cas, jusque-là, nous sommes moins de 10, mais nous croyons, plutôt, c'est déjà plus de 10, je vois sur mon moniteur, nous sommes à 12. Alors, les quorums étant atteints, si nous pouvons prendre l'expression chère aux grandes assemblées, le quorum étant atteint, donc nous allons commencer notre direct. Patrick Ilunga Chimanga, nous constatons votre présence, nous sommes contents. Alors, la date d'élection du 30 décembre est fixée. La CENI vient de l'annoncer contre toute attente parce que d'après nos informations, la CENI techniquement n'est pas prête pour organiser les élections. Mais cette CENI a été sous contrainte, sous pression, j'allais dire cette pression qui est exercée sur Kabila et toutes les structures de l'État qui dépendent de lui, donc y compris la CENI. Alors, tout de suite, pourquoi le 30 décembre alors que tout indique que les gouvernements, plutôt la CENI n'est pas prête parce qu'elle n'a pas, il y a des endroits où on n'a pas encore déployé des matériels pour les élections. Et bien, évidemment, ceux qui avaient suivi notre dernière analyse, nous avions dit, du côté de Washington, nous entrons directement là dans le vif du sujet, du côté des Américains, sur la crise électorale au Congo, pour les Américains, il était hors de question que nous puissions passer 2018 sans qu'il y ait élection. Et les Américains étaient fermes sur ce point. Et apparemment, avec le maintien de cette date, avec toutes les insuffisances techniques de la CENI, des poches d'insécurité,
ceci nous conduit à dire que la logique des Américains, parce qu'il faut être clair, a prévalu par rapport à la logique des Européens qui, à mon humble avis, se sont alignés sur la logique des Américains. Souvenez-vous, quand Nikki Haley était venu, c'est suite à sa visite au Congo qu'on avait annoncé la tenue d'élection pour le 23 décembre. Mais si vous rentrez dans les archives, on parlait que la remise et reprise, donc les transferts de pouvoir, se fera au mois de janvier 2019. Alors, cette logique a prévalu tout simplement, pour être direct avec vous, les Américains étaient en avant-plan, ils ont exercé leur puissance diplomatique par des menaces, des sanctions, pour obtenir la tenue d'élections. Mais nous savons que le régime de Kinshasa ne voulait pas de ces élections. La dernière analyse, quand je l'ai faite, j'ai dit pourquoi Kabila, qui a la CENI, qui a sa solde, qui a le fichier électoral avec 10 millions d'électeurs fictifs, et puis il y a les machines à voter programmées pour la tricherie, afin que son dauphin puisse gagner. Mais pourquoi Kabila n'organisait pas les élections? J'avais dit qu'en stratégie, quand vous êtes en combat contre votre adversaire, il ne faut pas se limiter à chercher à connaître ses points forts et vos points forts, mais surtout, il faut chercher à connaître ses points faibles. Parce que votre victoire réside effectivement dans le point faible de votre adversaire. En dépit de tout ce que Kabila fait pour envoyer comme signaux qu'il veut la tenue d'élection, une chose est sûre et était sûre, c'est que Kabila n'était pas prêt à quitter le pouvoir. Et Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. C'est comme ça qu'il retardait la tenue d'élection en espérant qu'une nouvelle donne va arriver et suite à cette nouvelle donne, lui pourra se repositionner pour rentrer dans la course. C'était ça l'objectif ultime de Kabila. Les restes, c'était soit la distraction, soit une distraction qui est une stratégie pour apaiser la pression. Les cas d'insécurité, aujourd'hui nous parlons de Beni, Butembo et de Yumbi. Les gens oublient que les Kasaï devraient normalement aussi être exclus. N'eût été la pression des Américains, les Kasaï devraient continuer à être une zone d'insécurité. Alors, voilà, nous en sommes là. La logique des Américains a prévalu. Je vois déjà des réactions, des gens qui disent élection partielle. Je sais que Martin Fayulu, qui est le candidat de la Mouka, avait dénoncé qu'on allait organiser les élections sans Beni, Butembo. Et puis, il y a... mais le tout premier que j'avais vu qui avait dénoncé cela, il faut le dire de mon côté, c'est Billy Kambale, parce que vous savez, Billy Kambale, qui est un cadre, donc un responsable de la jeunesse de l'UNC, il est candidat justement à Beni. Donc, il y avait de quoi qu'il soit inquiet. Mais alors, la question que l'on doit se poser, est-ce que doit-on remettre à plus tard la tenue d'élection parce que Yumbi, Butembo et Beni ne vont pas prendre, les populations qui habitent là-bas, ne vont pas prendre part aux élections? D'emblée, je vous dis non. Ça serait de faire le jeu des Kabila. Mais tout de suite, il faut souligner que c'est très regrettable, surtout pour les gens de Beni et de Butembo. Cette population a été victime et est encore victime des dernières tueries. Le sang est encore frais, c'est avant-hier, et on a découvert une fosse commune à Beni. Ça aurait été une grande consolation, une revanche pour la population de Beni et Butembo, de participer à ces élections et de sanctionner, je n'en doute pas, sévèrement
les régimes qui les a contraints au massacre. Alors, peut-on organiser les élections? Ça, c'est l'autre question. En incluant ces zones de turbulence, d'insécurité. Moi, je dis tout de suite, ça serait prendre un risque parce que ça va entacher parce que ces jours-là d'élection, il y aura certainement violence. Parce que les élections en soi, c'est une compétition, c'est un conflit. Parce que aux élections, on se dispute quelque chose. On se dispute la victoire qui provient de l'électorat. Et souvent, les élections exacerbent des conflits armés. Mais c'était un piège que le pouvoir avait tendu pour que les Américains disent non, bon, écoutez, bon, sans ces gens-là, quelque part, les résultats ne seront pas représentatifs. Mais n'oubliez pas, pour les Américains, je vous ai toujours dit, leur objectif, c'est de faire partir Kabila. En utilisant les élections, pourquoi? Parce que l'enjeu le plus important pour eux, ce n'est pas la transparence d'élection. La transparence joue selon que, par cette transparence, Chadari sera disqualifié. S'il y a transparence, si le processus est crédible, en tout cas, c'est évident que Chadari sera disqualifié, donc il ne sera pas élu. Voilà pourquoi ça devient un enjeu pour eux, parce que Chadari, c'est quelque part Kabila. Alors, mais, devant deux mots, il faut choisir le moindre mal. Pour les Américains, il faut d'abord, absolument, mettre Kabila à l'écart du sérail du pouvoir. Et ils y travaillaient sérieusement. Ils sont parvenus à avoir un deal avec lui, mais ce deal était en train d'être réadapté selon les circonstances, hein, et on était en train de les parfaire. L'enjeu pour les Américains, c'est les minerais stratégiques qui sont au Congo. Je vous avais lu un jour un document qui a été demandé par l'administration Trump en 2017 pour que l'on puisse recenser tous les minerais qui sont au Congo, province par province. Et là-dedans, les Américains sont parvenus à dégager les nombres de minerais qui sont stratégiques pour eux. C'est-à-dire des minerais qui font que, une fois ils ont la main mise sur ces minerais, leur industrie de pointe va survivre. Et ils seront en mesure de faire face à la Chine et à la Russie dans leur compétition pour la domination du monde. Alors, il se trouve que la RDC pour l'instant, et nous ne cesserons pas de le dire, ce pays est un miracle. La RDC aujourd'hui possède quelques minerais stratégiques dont les Américains ont besoin, et ils voient d'un mauvais œil que les Chinois puissent avoir un avantage par rapport à eux concernant ces minerais stratégiques. Évidemment, les Chinois n'ont tout eu. Nous parlons de 60%, en fait 63% de la production de cobalt qui est entre le produit de la production de cobalt, 63% de cette production dans le monde provient de la RDC, que Kabila a donné ça aux Chinois. Là, c'est la quantité qui est produite, mais la quantité qui est encore dans les sous-sols, je vous dis, c'est énorme, c'est immense. J'étais encore avec un ami à qui j'avais envoyé ces documents. Il est parmi les rares personnes à qui j'ai envoyé ces documents. Lui, il a fait, dans le pays où je suis, l'économie minérale. Et il a travaillé dans les compagnies minières, des grandes compagnies, très grandes compagnies. Quand je lui ai envoyé ces documents, jusqu'il y a 2 semaines, il disait, mais c'est extraordinaire que ces pays possèdent autant de minéraux
Et chaque fois qu'il y a des minerais stratégiques, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une révolution dans l'industrie, il se fait que la RDC avec ses minerais est toujours au rendez-vous. Ceux qui ont suivi les conseils spéciaux de les conseils spéciaux en matière de sécurité de M. Donald Trump, John Bolton, je vous recommande de les suivre. Vous allez comprendre que ils l'ont dit ouvertement, pour eux, ils ne peuvent pas laisser que la Chine prenne l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, c'est d'abord, en termes de ressources naturelles, c'est d'abord la RDC. Donc, clairement, les Américains ont tenu gain de cause. Je sais que l'envoyé spécial des États-Unis dans le Grand Lac, d'ailleurs, pour appuyer ce que je dis, après, parce qu'il était dans la salle quand John Bolton parlait, il a même commenté les propos, les discours de John Bolton. Dans son interview, à laquelle je fais toujours référence, il a dit la fameuse phrase que nous ne pouvons pas laisser la RDC parce que ces pays possèdent des minéraux dont nos vies dépendent au quotidien. Donc, je sais que ce monsieur était en Europe, particulièrement en Belgique, pour rencontrer ses collègues de l'Union européenne et même son collègue de la Belgique, afin de coordonner leurs efforts et d'avoir un message identique par rapport à la situation des élections en République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs suite à sa présence dans l'espace européen, parce que je ne vous ai jamais dit, avant cela, il y avait une réunion un mois avant qui s'était tenue secrètement à Berlin. Ce monsieur était venu. Hein? Et il avait rencontré certains milliers d'affaires à Berlin, mais aussi des autorités allemandes. Alors, je disais que dans les rencontres, il a rencontré, j'ai reconnu sur la photo, l'envoyé spécial de l'Union européenne. C'était un ancien envoyé spécial de l'Union européenne dans les Grands Lacs, mais pour le moment, il est envoyé spécial de l'Union européenne, je crois, pour l'Afrique centrale. Il a un nom flamand, il s'appelle Van Verweyck, quelque chose comme ça. Je vais retrouver ça. Et c'était les 19, si je ne me trompe pas, qu'ils ont eu des entretiens. Et puis, bon, voilà. C'était quoi? D'après mes informations, c'était les amener à s'aligner sur la position des Américains par rapport à la résolution de la crise. Maintenant, quelle sera la réaction des Cash et des Lamuka? Évidemment, en dépit de quelques déclarations que vous pouvez entendre à gauche, je peux vous prédire que les deux plateformes vont accepter cette proposition de la CENI. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles vont accepter ces choix de la CENI. Parce que le plus important, c'est de faire partir Kabila. Certaines personnes disent, ah non, pas seulement Kabila et son système. Il y a un verset, il y a une parole de Christ. Les chrétiens le savent, il avait dit, si l'on frappe les bergers, le troupeau se disperse. Donc, la frappe sur le berger est une frappe stratégique. Vous n'avez pas besoin de frapper chaque brebis, parce que si vous frappez une brebis, le berger, lui, va vous combattre. Mais si vous frappez le berger, le troupeau va se disperser de soi-même. En tout cas, le départ de Kabila va affaiblir, sinon va provoquer la dispersion de la Kabylie. Vous savez, parfois quand nous parlons, nous oublions parce que l'actualité prend plusieurs formes.
Et moi, ça me fait mal parce que nous nous divisons parfois sur des choses que nous ne devons pas nous diviser. Les Américains, avec leurs partenaires, ils ont déjà un plan du gouvernement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais parlé de ça dans une de mes analyses. Il y a ce qu'on appelle les groupes, ce qu'on appelle les groupes d'amis du Congo. En fait, à Berlin, c'était la réunion de ces groupes-là aussi. Ces groupes ont déjà tracé les programmes du gouvernement. Et ces groupes connaissent les acteurs qui vont animer ces programmes. Il n'y a que nous qui croyons que le tout va dépendre, je suis désolé, dépendre de la volonté des Congolais. Mais s'il arrive que les Congolais votent les animateurs déjà préchoisis par les Américains, ils diront tant mieux. Mais s'il arrive qu'ils ne votent pas selon leur volonté, eh bien, ils trouveront un moyen de changer les choses en leur faveur. En Égypte, après Moubarak, le président qui avait gagné les élections avait été courtisé par les Américains. C'était un président qui était proche de l'Iran. Mais une fois aux affaires, il a commencé à prendre des mesures qui plaisaient à Téhéran. Les Américains l'ont mis de côté. Ils ont mis une junte au pouvoir. Cette junte a organisé les élections. Et le président qui est là, Sisi, c'est le pion que les Américains, ils ont voulu. Moi, je suis désolé. Ça blesse les nationalismes. Ça blesse si c'est la souveraineté. Mais écoutez, surtout nous qui sommes faibles comme pays. Nous qui sommes faibles. Parce que nous aurons besoin de l'aide extérieure, qu'on ne vous trompe pas, pour mettre en place une armée nationale. Nous aurons besoin de cette aide. Nous aurons besoin de la coopération de l'extérieur pour pacifier l'Est de la République. Parfois, les gens disent « Ah, les Américains sont complices de ce qui arrive à l'Est. » Oui, au début, oui. Mais après, non. Après, non. C'est Kabila. Malgré tous les moyens mis pour réformer l'armée, pour assurer la sécurité à l'Est de la République, Kabila n'a pas voulu que notre armée soit efficace à l'Est de la République. Pour des intérêts de Kabila et de ses complices dans la partie Est de la RDC. Donc, voilà. Ceux qui peuvent comprendre, ils vont comprendre. Quand je parle des Américains, je sais que le monsieur Peter Pham, il a rencontré un dirigeant de la Mouka à Bruxelles, mais ici, ce n'est pas le lieu de dire, de révéler les quelques bribes d'informations que j'avais eues, mais je peux vous garantir que les deux camps vont accepter les résultats, plutôt la proposition de la CENI. Ça, c'est quelque chose dont je suis très sûr, c'est une question de temps. Vous verrez, ils vont certainement regretter que Yumbi ne prenne pas part, mais ils vont accepter cette proposition. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas retarder encore les choses. Parce que si on dit que, voilà, que nos frères et sœurs de Béni puissent absolument voter des Boutembo et ceux de Yumbi, eh bien, qui va rester au pouvoir? Parce qu'on va vous dire d'abord qu'on pacifie cette partie-là. Or, la partie-là, sous Kabila ne sera jamais pacifiée. Donc, il va trouver les excuses pour prolonger. Mais ayant dit cela, il est fort possible que l'on puisse créer encore d'autres poches de troubles au pays, dans l'effort désespéré de trouver un moyen, un prétexte pour retarder les élections.
Je crois que c'était l'essentiel, j'allais dire, ma réaction par rapport à la proposition, donc à la date fixée par la CENI. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, j'aimerais plus prendre des questions. Moi, j'ai pris un peu les choses à la hauteur. Je ne vais pas entrer dans les petits détails de la politique congolaise, des polémiques des Congolais. Vous savez, il y a des gens, il peut être dans son studio, il peut être derrière son écran, il fait des émissions, il croit que sa hargne, sa haine contre telle autre personne va arriver à la table de Donald Trump ou même des dieux. C'est pas vrai. Moi, je suis chrétien, je peux vous dire que si la haine des frères de Joseph pouvait arriver à la table de Dieu, Joseph ne serait pas devenu ce qu'il était devenu en Égypte. Heureusement, ça, je suis en train d'exhorter quelqu'un que j'en profite, heureusement que la haine de tes adversaires a des limites. All right. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, on arrête. Hein? Maman Lisette, Lisa Monguedou, est-ce que je t'avais présenté le vœu? Bon, je l'ai fait en direct. Hein? D'abord, joyeux Noël, et puis mes vœux le meilleur. Que l'année 2019 soit une année de faveur pour toi. Hein? Alors, tu m'as souhaité là, je te les retourne comme je l'ai fait là. Carlos Musingabi nous dit, salut grand, joyeux Noël à toi aussi. Hein? Il faut que ce Noël, cette saison ait un sens. Ce n'était pas, bon, et permettez qu'on fasse un peu une digression. J'étais en train de dire à mes enfants hier, parce que je partageais avec eux concernant Noël, j'ai dit, je vous dois la vérité. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et puis cette fête n'était pas fêtée par l'église primitive ou par l'église carrément. Ça, c'est quelque chose que les hommes ont institué. Et Dieu accepte que les hommes instituent des choses pour autant que ça ne dérange pas la volonté de Dieu. Alors, je leur disais qu'on avait commencé à méditer un peu. J'ai dit, mais quand vous lisez la Bible, essayez un peu de demander à Dieu d'ouvrir votre esprit. J'ai dit, bon, parce que Christ est né dans ce qu'on appelle la mangeoire, c'était au fait comme une cave. Ce n'est pas comme on nous présente là, c'était une cave où l'on gardait des brebis qui étaient destinées à être sacrifiées. Donc, les sacrificateurs venaient, ils en choisissaient une parmi toutes les brebis, la plus meilleure, hein, et c'est le berger qui devrait lui dire, de toutes les brebis, celle qui est en bonne santé, celle qui est bien, c'est celle-là. Et c'est là où Marie est allée accoucher contre sa volonté. Hein. Faut pas croire que comme on met dans les images, Joseph et Marie étaient contents d'aller avoir un enfant là-bas. Non, Marie était une femme comme Yvonne Moutou. Elle était une femme comme toute autre, une jeune dame, hein, qui ne pouvait pas accepter d'avoir son premier fils dans la mangeoire. Nous appelons ça mangeoire, mais c'est les lieux où habitaient les animaux. Vous pouvez imaginer l'odeur qui était. C'était contre leur volonté, mais parfaitement selon la volonté de Dieu. Parfaitement selon la volonté de Dieu. Et ceux qui sont habitués à lire la Bible, vous comprenez, c'est l'endroit où on gardait les brebis. Chaque famille amenait une brebis. Alors, mais on devrait en choisir la plus meilleure, hein, qui représentait les restes des brebis et qui devrait porter les péchés de toute la communauté de Bethléem. Et c'est là où que Christ est naquit. Vous comprenez? Donc, ces jours, cette fois-là, la meilleure brebis était venue. C'est lui-même Christ, c'est comme ça que Jean-Baptiste l'avait présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il faut que les gens comprennent Noël, c'est quoi? Il ne s'agit pas des cadeaux. Il ne s'agit pas des cadeaux. Alors, j'étais en train de dire à mes enfants, j'ai dit, vous pouvez imaginer, on dit que les anges étaient venus annoncer au berger que le Fils de Dieu est né.
les anges étaient venus annoncer aux bergers. Donc, même pour les bergers, ils ne savaient pas. Bon, ils ont vu une dame qui était en difficulté, un couple qui n'avait pas trouvé de logement. Bon, à défaut, on leur a dit, bon, écoutez, il n'y a pas d'endroit, mais si vous voulez, hein, il y a un endroit ici, c'est question d'y passer la nuit, et bon, on verra demain matin. Et c'est là qu'elle a eu des contractions, elle a accouché. Mais c'est dans cette inconvénience, dans cet inconfort, que une légion d'anges est descendue pour dire au berger, écoutez, le Sauveur est né. Et c'est là que, pour la première fois, une chorale mixte d'anges et d'hommes, ils ont chanté à partir de la terre, ils ont célébré. Donc c'est très important. Ce n'est pas une occasion pour aller boire, hein, s'enivrer, hein, dépenser de l'argent. Non, ça devrait être un moment de méditation. C'est un moment fort dans l'histoire, mais qui était passé, je disais à mes enfants, qui était passé inaperçu à Bethléem. Ce n'était pas un grand événement sur le plan humain en ce moment-là. Les historiens, les journalistes de ces temps-là n'avaient pas vu quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, c'était quelque chose de curieux qu'une femme accouche dans un tel endroit. C'était quand même curieux. C'est la seule raison, ça pouvait être dans un journal si c'était dans notre temps. Mais ce n'était pas un grand événement. Alors je disais à mes enfants, faites très attention dans la vie. Certains grands événements spirituels s'accomplissent sur la terre sans que les gens se rendent compte que ce qui vient de se passer est grand. Ils vont se rendre compte des années, si pas des siècles plus tard. Et certains grands événements que nous voyons sur la terre ne les sont même pas. Mais les historiens retiennent que c'était un grand événement. Et je leur ai posé la question, dites-moi, c'est à peu près à quelle heure Marie avait accouché? Hein? Ah bah, chacune donnait, machin, des réponses. Voilà, là j'étais en train de retarder un peu pour que vous puissiez me poser des questions. Donc, j'étais en train de dire que parfois les grands événements se font sans que les gens se rendent compte. Merry Christmas, Jacques. Merry Christmas to you. Merry Christmas. I love you, guy. Hein? C'est pour cela, nous sommes dans une société, hein, de tous, nous aimons ce qui frappe. Hein? Vous venez à l'église, vous voyez la décoration. Bon, c'est pas mauvais, Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Hein? Mais je vous dis, parfois Dieu se cache dans les choses ordinaires, les choses qui n'attirent pas. Cela m'avait amené à dire à mes enfants, quand vous lisez dans Genèse 18, la Bible dit que le Seigneur apparut à Abraham. Après, on dit, Abraham vit 3 hommes qui passaient et il a couru vers eux. Ah, quelqu'un qui apparaît, et puis toi tu cours, tu vois encore 3 hommes. Et vous allez voir les jeux qu'on fait là. Il y a toujours une alternance. On dit Dieu, après on dit 3 hommes. On dit Dieu, si le verset précédent on dit Dieu, après celui qui suit on dit 3 hommes. Jusqu'à ce que on a donné la dernière fois la promesse à Sarah. Et vous avez ce jeu-là. Alors je dis à mes enfants, ces gens-là passaient, d'autres gens avaient vu ces 3 personnes, mais ils n'avaient pas compris que c'était Dieu. Et souvent aussi, pour le cas de la RDC, je prends un exemple. Le jour que Kabila avait accepté d'organiser les dialogues, hein, les dialogues de la CENCO, les jours que l'on avait signé les accords de la CENCO, c'est ces jours-là que
Kabila s'était mis une corde au cou. Mais comme il était encore resté, les gens voyaient, mais non, un autre événement important, c'est quand il avait dit, quand il avait présenté son dauphin qu'il ne sera pas candidat. Lui, il savait que cet acte, il connaissait la portée de cet acte-là. Mais nous autres, comme nous aimons le spectacle, nous aimons le voir venir pleurer, tout ça. Mais c'est à ce moment-là que les choses étaient faites pour lui. Alors, il faut faire attention quand vous interprétez les événements. Il y a des événements que moi j'appelle les ralentis. Hein? Donc, la chose, vous savez, ceux qui vont au stade, bon, aujourd'hui, nous avons des grands écrans, mais nous autres, quand on grandissait, il n'y avait pas de ralenti au stade du 20 mai. Si on marque un but, il n'y aura pas un ralenti pour vous qui êtes au stade. Mais pour ceux qui sont en train de suivre à la télé, il y aura un ralenti. Vous avez l'avantage d'être sur place, mais ils ont l'avantage de revoir la séquence. On réduit la vitesse. Dans la vie, il y a des choses qui passent très vite. Alors d'autres s'en aperçoivent plus tard. On commence à expliquer. Mais il y a d'autres qui sont aux aguets. Quand ça passe là, ils comprennent que ici il y a un tournant. Comme on dit en anglais, there is a shift here. Personne n'avait compris que la naissance de ces garçons inaugurait une nouvelle ère en Israël. Très peu de gens seulement. Et puis la vie avait continué comme telle. Il n'y avait pas de problème. On n'avait pas célébré, à part la poignée d'anges et les bergers qui avaient célébré pendant quelques heures. À Bethléem, même, la vie avait continué normalement. Ce n'était pas grande news sur CNN, Fox News, Sky, RTBF, je ne sais pas, France 24, non. Merry Christmas. Aujourd'hui, nous mélangeons avec, parce que nous sommes dans la saison, donc c'est comme ça que, vous voyez, Noël était arrivé. Même dans ta vie, il y a des choses qui se font, tu dois être aux aguets. C'est-à-dire, tu ne dois pas être distrait pour comprendre les moments les plus importants de ta vie. Parfois, nous disons, le jour le plus important, c'est le jour que je m'étais marié. Non, non. En réalité, si tu regardes très bien, ça c'est la conséquence du jour où ta fiancée avait dit oui, je t'accepte pour le mariage. Quand vous étiez à deux. Mais là, il n'y avait pas de témoin. Là, il n'y avait pas de témoin. Donc, le jour que nous faisons tout ce qui est faste, là, en fait, nous sommes en train de célébrer un accord que nous avions déjà scellé à deux, mais nous officialisons cela en présence des gens et des dieux. Hein? Alors, nous devons vivre en paix. Les élections vont terminer. En tout cas, si ce n'est pas Chadari, ça sera Félix Tshisekedi. Si ce n'est pas lui, ça sera Fayulu. Mais la RDC doit continuer. Nous devons nous habituer à voir des gens, des nouvelles figures, prendre des responsabilités et partir. Tobomanate, comme on dit, Tobomanate. Si ton candidat ne passe pas, il faut avoir le fair play. Peut-être le tour prochain, ou bien quelqu'un d'autre viendra. Alors, laisse-moi tout. Lui me ramène sur la politique, ça c'est bien. Des questions, ça c'est Alphonse Yema. Qu'en est-il des rapprochements entre Lamuka et Cash? Quelles sont, tu voulais dire, Alphonse Yema, vos estimations d'après la cartographie électorale? Lamuka et Cash, oui, c'est vrai, il y a eu des tentatives de rapprochement. Est-ce qu'elles vont continuer? Ça, je ne sais pas.
Mais je peux vous dire qu'il y a eu des tentatives, c'est vrai. Et c'est là, moi j'aimerais être franc avec vous, c'est une initiative qui vient j'allais dire des hauts lieux, qui vient des États-Unis. Hein? Je vous ai dit, ce n'est pas l'occasion de vous dire ici ce qu'un dirigeant de la MOUCA, il a parlé avec M. Peter Pham. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas, mais les Américains passent souvent par la CENCO. Moi, je fais des très petites études de négociation. Quand on négocie, il y a certaines étapes de la négociation, il ne faut pas qu'il y ait des bruits. Il ne faut même pas qu'il y ait des fuites. Parce que dans ce genre de choses, il faut voir, parce que les êtres humains, nous avons des sentiments. Il faut donner l'occasion aux gens de sauver la face. Peut-être ça va continuer. Peut-être qu'avant les 30, quelqu'un va désister en faveur de l'autre. Je dis peut-être. Si ça ne se fait pas, c'est aussi une possibilité. Mais je peux vous dire, la main sur le cœur, qu'on a demandé, hein, en tout cas pour être franc, on a demandé à un camp de voir comment rejoindre l'autre. Et on a demandé à l'autre d'être souple. Bon, maintenant, comment concrétiser cela? Question mark. Mais on ne va pas imposer cela. Si vous ne voulez pas, tant mieux. Eh bien, de toute façon, il y aura un seul président. Ah, ça c'était, j'ai répondu à Emma. Raphaël Mouidi, meilleur papa anglo-congo, si Nanga proclame Chadari, quelles seront les conséquences et après constatation, quelle pourrait être la suite? Ah, question très pertinente. Écoutez, la politique ne se fait pas avec des sentiments. Personnellement, je n'exclus pas, je vous dis la vérité, je ne veux pas que Chadari soit les successeurs de Kabila, mais personnellement, quand je me mets dans la peau d'analyste, je dis c'est possible que Chadari soit proclamé président, comme vous le dites. Mais alors, on va lui flanquer un premier ministre. Parce que quand vous regardez la constitution du Congo, le vrai patron de la gestion du pays, si l'on respectait les textes, c'est le premier ministre. C'est pas pour rien à un moment donné, quand Kamita était encore dans les camps des Kabila, il demandait à un moment donné qu'on renforce les pouvoirs du président de la République. Ceux qui avaient rédigé la Constitution n'avaient pas voulu, du moins sur le plan des textes, qu'on ait un président tout puissant. Cela obéissait au principe du consensus qui venait de Sun City. C'est-à-dire, les gens se disaient, bon, si on a un président, hein, mais qu'on ait un premier ministre qui soit l'autre tête de l'exécutif. C'était ça l'idée. Maintenant, dans la pratique, je dis bien dans la pratique, c'est là où on a vu le président prendre le dessus. Surtout que Kabila, lors de sa première élection, il n'avait pas la majorité, non, le PPRD n'avait pas la majorité absolue au Parlement. Il a fallu, par des tractations, hein, faire des alliances pour finalement avoir la majorité, et cette majorité avait sorti les... C'est comme ça qu'on avait eu les Mutamutu Gizenga comme Premier ministre, avec vice-premier ministre, comment il s'appelle, le fils de Mobutu, Nzanga Mobutu, qui n'était pas du PPRD. C'était au nom de ces alliances-là, parce qu'à défaut de leur association avec le PPRD n'allait pas avoir la majorité. Donc Kabila n'allait pas avoir une majorité qui pouvait lui permettre de diriger. S'il ne s'était pas joint à lui, la conséquence, si ça perdurait, ça allait être que
le président de la République devrait demander, donc dissoudre l'Assemblée et demander au peuple d'aller encore voter pour qu'il obtienne la majorité au Parlement, qui va lui permettre de diriger. Donc, en principe, si Shadari, je dis bien si Shadari est proclamé président, c'est qui pourrait être les résultats des négociations. Hein? C'est-à-dire, on a déjà négocié, on dit, bon, écoutez, on les laisse, parce qu'il ne faut pas qu'on brûle le pays. On trouve toujours des raisons. Bon, on lui flanque ça serait un premier ministre très puissant. Mais les dangers avec ces genres de cohabitation, souvent chez nous les Africains, ça donne souvent lieu à des conflits et parfois qui finissent à devenir des conflits armés. C'est ce qui s'est passé entre Kasavubu et Lumumba. Le vrai patron du pays, c'était Kasavubu et plutôt Lumumba. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelait. Le vrai patron, c'était Lumumba. C'est comme ça que Kasavubu, tout président qu'il était, avec l'influence des Belges et des Américains, avec l'appui de l'armée qui était dirigée par Mobutu, ils ont tout fait d'écarter Lumumba. Pourquoi? Si Lumumba, en tant que Premier ministre, n'avait pas un pouvoir réel et que c'est Kasavubu qui en avait, pourquoi on l'écartait? C'est la même logique que l'on avait voulu à la conférence nationale souveraine. En fait, c'était ça la lutte entre Mobutu et Tshisekedi. Selon notre constitution, c'est le Premier ministre qui a plus de pouvoir concernant la gestion au quotidien du pays. Le président en a, il y a des domaines, comme on dit, des domaines de partage. Hein? Alors, je disais les dangers de cette formule-là, c'est-à-dire, bon, ça peut donner lieu à des conflits, mais ici, n'oublions pas, on a un principe que Shadari est maintenu, c'est un type qui est sous sanction. Donc, il sera très faible. On pourrait même, moi je crains, enfin, ça c'est mon opinion, on peut dire, bon, pour ne pas bloquer les choses, on les laisse, et puis dès qu'on l'autre s'en va, il y a des victimes, par exemple, je donne un exemple, les victimes de Kassai, les victimes de l'Ituri, elles peuvent se constituer en partie pour les traduire en justice. Avec l'aide des ONG, on pourra dire, bon écoutez, il faut que ces messieurs-là soient traduits en justice, tout ça. Bon, bref, c'est quelqu'un que l'on pourra affaiblir. Mais ça ne dépend pas de nous. Hein? J'avais appris que c'est un peu comme ça que Kabila a cherché à négocier. Mais sinon, ça sera soit, si ce n'est pas Shadari, ça sera soit Félix Tshisekedi, ça sera soit Martin Fayulu. Alors, l'autre question, c'était quoi? Je n'ai pas, tu disais, après contestation, quelle pourrait être la suite? Écoutez, la logique des Américains, c'est que même quand nous parlons de... Ils ont un principe. Ils ont mis des garde-fous. Tout doit se faire, mais on ne doit pas brûler la RDC. Parce que eux, en dehors des minéraux, nous sommes un grand pays, nous sommes 80 millions d'habitants. Donc, toutes ces bouches-là consomment. Si l'économie reprend, les gens commencent un peu à gagner bien la vie, mais cet argent-là, les gens doivent dépenser cela. Donc, ces multinationales, il y a des multinationales qui ne font pas les minéraux, dont les produits même ne dépendent pas des minéraux. Vous avez des multinationales, par exemple, qui font tout, qui sont dans le domaine agricole. Mais ils doivent vous vendre à manger. C'est pour qu'ils fassent de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont tout intérêt que l'économie reprenne. Et l'économie du Congo pour reprendre, ça ne sera pas trop compliqué. Les grands nombres de gens, c'est une force dans
dans le monde moderne, la Chine est devenue forte, entre autres, parce que c'est un grand marché. C'est le pays qui a le plus maintenant de millionnaires dans le monde. Pourquoi? Dans une ville Kinshasa, si tu vends un produit à 2 dollars et que par jour, tu peux vendre 10 000 articles de ces produits-là, vous faites 2 dollars plus 10 000 et chaque jour, vous aurez combien? Vous aurez 20 000 dollars. Évidemment, si vous essayez de soustraire les coûts de production, machin, les taxes, s'il vous reste 1 dollar, chaque jour, vous avez 10 000 dollars. Quand une union à la pote, vous aurez 10 000 dollars. Il y a des gens qui vendent de l'eau au Congo, des Ouest africains. Baouti na West Afrique, bazo teka mai. Mai a régi des eaux. Mai a régi des eaux. Basombi ba congélateur, bache, bazu lopango na lingwala bandaku. Allez, bache ba congélateur, bazo teke la batu mai na ba sachet wana. Bana bazo binote. Vous savez combien ils gagnent par jour? Surtout pendant la période où il fait chaud. Voilà. Donc, c'est un pays na quantité autoza wana. Na mabele autoza nango. Donc, oko ceux qui ba bongisi makambo. Oko nde baloba oko nginda facilement. Donc, pour eux, il est hors de question. Ils ont des opportunités. Il est hors de question Congo Zika. Ça sera une contestation. Bazo veille que pouvoir monte pelaté. On peut tuer des gens. Mais Balinité comme un besoin pour se tirer dans la capitale. Non, ça sera compliqué. Population dans la Kinshasa, ce cas la moitié dans le quartier dans Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville cesse d'être un État. Or, bilo président nous belé on a fou dans la mer, mais population dans les main-d'œuvre. Ba jeune tout bazana ba on est main-d'œuvre. Le Balinité va qui est habitumba. Ce qui nous sauve, c'est les minéraux tout le bazar dans l'édiction. Mais on peut des bénédictions. Voilà. Desmond tout dit, sur la réunion de la SADC, je vois le poids lourd. Ramaphosa, que l'on croyait absent, sera là. Quel peut être l'enjeu de cette réunion? Kin est aussi absent. Et qu'a été la rencontre depuis ta femme et les Belges à l'Union européenne? Bon. D'après mes informations, au départ, Luanda n'était pas chaud et l'Angola. Mais finalement, ils ont donné leur quitus. Mais bizarrement, Kigali et Rwanda, donc qu'est-ce que j'ai dit? Kigali et Kampala ne seront pas là. L'Angola sera là. Le président angolais lui-même sera là. Cyril Ramaphosa, je n'ai pas vraiment... Je suis entré dans les Twitter de la présidence sud-africaine, les Twitter de sa ministre des Affaires étrangères, son Twitter aussi personnel, et dans la presse sud-africaine, je n'ai pas vu l'annonce. Je ne dis pas qu'il ne sera pas là, mais en tout cas, jusqu'il y a 2 heures du temps, j'ai fouillé, je n'ai pas vu qu'on annonçait son voyage au Congo-Brazzaville. Mais au Congo-Brazzaville, une source diplomatique dit qu'il sera là. Le président Lorenzo, ça, c'est l'agence presse d'Angola qui a annoncé que le président angolais sera là, Lorenzo. Le président de la Zambie sera là. J'apprends que celui de Botswana aussi sera là, alors qu'au départ, on ne l'avait pas annoncé. Qui d'autre? Voilà. Ils seront là. Les grands absents, on les trouve surtout du côté des CIRGL. Le président de la Tanzanie, je ne l'ai pas vu parce que la Tanzanie fait partie de la SADC, mais en même temps aussi des CIRGL. Et je ne l'ai pas vu. Alors, cette réunion, je crois que c'était... c'est le résultat d'abord, au sommet de la francophonie à Erevan,
Le président Sassou Nguesso s'était entretenu avec le président Macron. C'est à cette occasion qu'il avait proposé une telle réunion. Le ministre des Affaires étrangères belge avait rencontré le président Sassou Nguesso. Ils avaient parlé aussi de la réunion. Au départ, la réunion pouvait conduire à une sorte de glissement avec Kabila, au départ. Mais la tournure prise par les choses, l'implication des Américains a fait que, aujourd'hui, cette réunion, elle est beaucoup plus. C'est une réunion pour voir comment les élections, surtout leurs résultats, ne soient pas dans la non-tenue ou la tenue des résultats, mais que les résultats de ces élections ne puissent pas constituer une occasion de déstabilisation de la région. En commençant par Congo-Brazza. Donc, on voudrait limiter les dégâts, c'est-à-dire, nous irons aux élections, mais est-ce que les résultats seront acceptés par la population? Parce que même quand les Américains prennent des précautions là, mais Kabila peut se réveiller, piquer d'une folie, et puis on commence à tirer. Et puis il y a des gens qui répliquent. Surtout que Brazzaville a déjà accueilli 7000 personnes qui sont venues de Yumbi. Quand nous parlons des réfugiés qui viennent comme ça, bon, ceux qui vivent en Europe, vous êtes en train de voir comment l'Union européenne est en train de se battre. C'est cette affaire, la controverse des réfugiés. Vous prenez par exemple un pays comme l'Italie, c'est devenu un problème de sécurité nationale. Parce qu'en fait, c'est des gens, c'est des masses de gens qui viennent. On n'a pas planifié dans le budget pour les accueillir. Donc, sur le plan budgétaire, ça devient une perturbation. Deuxièmement, est-ce qu'on a prévu l'infrastructure qu'il faut pour les accueillir avec un minimum de standards? S'il y a des enfants, il faut les envoyer à l'école. Parce que si vous ne les envoyez pas à l'école, vous fabriquez des voyous, des bandits qui demain vont poser des problèmes de sécurité dans votre pays. Donc il y a tout cet ensemble de problèmes-là. Maintenant, Congo-Brazza, c'est notre voisin. C'est un pays qui vient de sorte, d'abord qui a des problèmes sérieux sur le plan financier. Et puis, c'est une dictature, il faut le dire. Il y a la contestation parfois là, armée dans les poules. Bon, quand vous accueillez un nombre comme ça de réfugiés qui viennent, parce que là où ils sont arrivés, l'hôpital, par exemple, de celui-là, sa capacité est déjà dépassée par le nombre de réfugiés qui sont arrivés sur place. Les écoles qui sont dans ces coins-là au Congo-Brazza, leur capacité est déjà débordée par le nombre de gens qui sont venus de Yumbi. Je suivais encore les représentants d'IACR, c'est un cri d'alarme qu'ils lançaient là. Parce que déjà l'hôpital sur place n'avait pas assez de médicaments. Donc sur le plan social, c'est un trouble, c'est un chaos qui s'invite du coup, pouf. Et qui sait, hein, parmi ces gens-là, il peut y avoir des bandits, il peut y avoir des ex-militaires. Donc ça devient un problème de sécurité. C'est la déstabilisation dont nous parlons. Les gens croient seulement, ah non, 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 non. Et puis, s'ils restent là pendant longtemps, un jour, ils peuvent poser un problème. Surtout que, de chaque côté de du fleuve plutôt, vous avez les mêmes tribus. Ça peut poser un problème de citoyenneté. Nous sommes des Congolais, des nationalités. Nous savons, aujourd'hui, nous payons, hein, ce que nous payons à l'Est, en partie, c'est l'accueil des vagues des réfugiés qui, après des générations, ils disent, on a la Botamia. Il faut qu'ils trouvent de la terre. Parce qu'un conflit communautaire peut naître aussi là-bas au Congo-Brazzaville, rien qu'entre les réfugiés qui sont arrivés et les autochtones. Bon, ça a bilanga. Ma belle n'a non.
Donc, il y a un peu tout ça. Et le président du Congo-Brazzaville, ceci, certainement l'a poussé à reprendre cette initiative hein, dont il avait, qui était au centre de ses entretiens avec le président Macron et Didier Reynders. Il dit, bon voilà, nous y sommes. Cette crise m'affecte, affecte mon pays. Et ces gens-là peuvent être récupérés aussi. Voilà. Donc, je crois que c'est ce qui a accéléré. C'est comme ça que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, dans ses propres termes, il dit, mais on ne va pas laisser comme ça. Pourquoi? Parce que le résultat des élections au Congo est qui a créé trouble. C'est pour cela que je dis l'affaire des Chadari, il y a un commis problème. Est-ce que la population va accepter? Vous avez vu quand il est allé à Tchikapa. La population de Tchikapa a compris que ce monsieur, pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, il y a eu des massacres ici. Il était ministre de l'Intérieur. On a tiré sur des catholiques. Donc, rien qu'à cause de ça, ça peut rendre difficile sa proclamation en tant que vainqueur des élections. Dans ce genre de choses, on regarde souvent sans chercher, hein, même aller d'abord aux urnes, parce que les urnes en Afrique, c'est un risque que vous prenez. Hein. Les résultats qui sortent de là, ça peut vous surprendre. Hein. Et vous avez vu à Genève, c'était une surprise. Hein. Donc, ici, on regarde, on dit, bon, quel est l'homme à peu près, si nous disons que c'est lui qui a gagné, il y aura une sorte de plus ou moins d'apaisement. Les gens vont dire, bon, c'est normal, il est plus ou moins accepté. Kabila, nous sortions d'une guerre, les Américains l'avaient positionné comme l'homme qui a terminé la guerre. En réalité, nous savons que c'était les Américains eux-mêmes. Eh bien, il avait tiré bénéfice de cette donne-là. C'est comme ça qu'on avait dit, bon, on le maintient parce que c'est lui qu'on voyait devant, l'homme qui a appelé tout le monde, venez parlons, tout ça. Bon, au final, on a signé les accords, 1+4, réconciliation. Mais aujourd'hui, il n'est plus seulement de l'unité. Chadari non plus. Et c'est là où il a commis une grande erreur. Je crois que ça, les gens de sa famille politique vont lui en vouloir. Ah, je crois. Jusqu'à hier, pour vous révéler, hier, je parlais avec une observatrice hein, des élections, une étrangère qui est au Congo. J'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, jusqu'à hier, enfin, quand j'ai dit hier chez moi, c'était encore aujourd'hui, parce que c'était à 2h, 2h20, si je ne me trompe pas, en cause, bon, c'est pas l'entremise d'un ami, mais en cause, elle me dit, d'abord l'ami là m'avait briefé pour dire, mais même elle ne sait pas si élection il y aura. Elle dit que ils seront fixés, ils ont déjà fait le training, donc la formation, ils connaissent déjà l'endroit de leur affectation, parce qu'on va l'envoyer, je ne peux pas citer la province pour ne pas donner la piste, dans une province du Congo, mais certains d'entre eux devraient déjà être déployés à l'intérieur, question de se familiariser avec les milieux, tout ça, mais ça tardait. Donc, elle ne pouvait pas dire jusqu'à hier si on va les déployer. Par contre, elle a dit, il y a des tractations, il y a des règles de tractation. Et mon contact, on va un peu lui poser la question. Donc, elle qui est venue pour observer les élections, me demandait, c'est comme si elle voulait obtenir l'information auprès de moi s'il y aura élection. Si on ne va pas reporter encore. Parce que les premiers reports, ça a perturbé le calendrier. Donc, ils vont faire plus de jours que prévu.
Bon, je crois avoir répondu. Hein. Peut-être je n'ai pas satisfait votre question, parce que d'abord, je n'ai pas toutes les informations, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais l'arrivée de Ramaphosa, je crois qu'il a voulu peser aussi dans cette réunion. C'est aussi un signal fort pour Kinshasa. Voilà. À rencontre Peter Femme avec les Belges, bon, il n'y a pas un secret. Il a dit qu'il était venu pour qu'ils puissent conjuguer les efforts ensemble et puis avoir un même langage. C'est ainsi que vous allez constater entre Lamouka et Cash, en dépit de quelques tons, les différences de tons, mais ils disent la même chose. Hein. Quand vous voyez dans les fonds des choses, c'est la même chose. Hein, j'avais dit dans une émission, hein, les soutiens des uns des autres. Maintenant, là, c'est pratiquement le même langage. C'est pour cela que j'ai dit, il est possible qu'il y ait des rapprochements, pas des rapprochements, mais des désistements. Mais je ne sais pas si cela va se faire. Donc voilà l'objet de la mission de Peter Femme. Il a partagé, j'ai vu la photo sur les Twitter des représentants, plutôt de l'envoyé spécial de l'Union européenne, la réunion, tout ça. Mais j'ai envoyé ça à un ami pour qu'il puisse identifier les autres personnes qui étaient autour là, hein, qui me disent c'est qui et qui. Moi, j'ai reconnu seulement Peter Femme et l'envoyé spécial de l'Union européenne dans les grands lacs. Mais il y avait d'autres gens à côté. L'ami, là, il est bien introduit. Je lui ai demandé, malheureusement, il m'avait dit dans quelques minutes, mais là, j'ai déjà commencé l'émission, et donc je vais le prendre après. Alors, il y a qui? Kalonga Mutanga, il dit Joyeux Noël dans le Congo. Joyeux Noël, Joyeux Noël. Franck Lukeba, il dit Hello, my brother dans le Congo. Merry Christmas to you. Alors, il y avait une petite interruption là, je ne sais pas si je suis toujours en direct. Faites-moi signe par des likes et j'aime. C'est une interruption, je crois que c'était de 15 ou 20 secondes. Et ça, apparemment, je suis de nouveau en direct. Roger Massamba, il dit pas d'après l'administration du président Trump, quel candidat, tu veux dire quoi, et de leur choix, tu veux dire, de la continuité d'Akabi, là où il veut vraiment les changements dont résident les Cash ou bien la Mouka. Y avait-il une rencontre entre les membres des Cash et la Mouka avant le 30 décembre? Bon, écoutez, rencontre, je ne sais pas, mais contact, oui. Il y avait un contact. Mais les photos qu'on est en train de mettre, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, ça sont des vieilles photos. De la manipulation. Mais il y a eu, en tout cas, des contacts. Voilà. Et c'est la Senko qui était, qui fait, bon, si rencontre il y a eu, ça je ne sais pas. Mais contact, je peux vous garantir qu'il y a eu contact. Est-ce que ces contacts ont abouti? Je ne sais pas. Attendons. On saura si les 30, on a tous les deux comme candidats. Donc, c'est-à-dire que chacun aura pris son chemin. What? Oui, des images des gens brûlés vifs. Ça, il faut dénoncer. Hein? Ça, c'est Bernard Badibanga qui pose la question. Des gens qu'on a brûlés vifs. Et il y en a qui disent Rwandais. Mais écoutez, Rwandais, c'est un être humain. Nous ne sommes pas des barbares, quand même. Si quelqu'un a violé la loi, eh bien, laissez que la police s'en occupe, qu'on l'amène devant les cours et tribunaux. Il a un avocat, qu'on les juge. C'est des choses qu'il faut décourager. Dénoncer d'ailleurs. On ne peut pas brûler un être humain comme ça. Juste par respect que c'est un être humain. Nous ne sommes pas des barbares. Alors,
Mais ça peut aussi être, parce que le pouvoir était en train de chercher, de créer des affrontements, hein, des cas d'insécurité, pour montrer au monde que non, voilà, ces élections vont causer des troubles. Alphonse Yema, il dit, vous n'avez rien dit sur les dispositions par les organisations régionales. Qu'en est-il du côté diplomatique et du côté militaire qui, de la SADC et du CIRG, se préparerait plus promptement à intervenir? Bon, diplomatiquement, d'abord, il y a la rencontre, le sommet. Attendons, moi je ne suis pas dans les secrets de Dieu, attendons le communiqué final du sommet. Mais le fait que, d'ailleurs, vous faites bien pour revenir sur la question, mais le fait que l'on annonce la tenue de la